Lorsque l'on observe une entreprise de près, on remarque deux types de personnages, l'employeur et les salariés. L'employeur dirige, les salariés produisent en échange d'un salaire, plus ou moins élevé. L'employeur porte la responsabilité de l'entreprise et généralement une cravate. On l'appelle également le patron. Depuis que les entreprises existent, il y a presque toujours eu des conflits d'intérêts entre les salariés et les patrons, qui eux-mêmes rendent des comptes aux actionnaires. Jusqu'à la Révolution française, alors que les ouvriers étaient encore peu nombreux, le monde du travail était régi par des règles corporatives. Au début de la Révolution industrielle, des lois ont interdit aux ouvriers de s'organiser, donc de se défendre, alors que leurs journées de travail devenaient de plus en plus longues et pénibles et leurs conditions de vie plus précaires. Logement insalubre, manque de nourriture et d'hygiène, aucune protection sociale. La révolte des ouvriers de la soie, les Canuts de Lyon, en 1831, puis la Commune de Paris en 1871 inaugure la naissance du mouvement syndical qui va rapidement s'internationaliser. En 1884, une loi reconnaît la liberté syndicale. Dès lors, le droit social se construit sur les luttes ouvrières. La CGT, premier syndicat français, est créée en 1895. En 1936, le Front populaire signe les accords de Matignon qui instaurent la semaine de 40 heures, les congés payés, les conventions collectives. Le mouvement de 1968 aboutit à la signature des accords de Grenelle qui généralisent le SMIC à tout le pays et étendent encore les droits syndicaux. 5 centrales syndicales, la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et la CGC, sont considérées comme représentatives de l'ensemble des salariés français depuis 1966. Aujourd'hui, les syndicats ont un rôle très important pour l'expression des revendications, comme pour l'ajustement et l'application de la réglementation du travail. Ils participent à la gestion de multiples organismes sociaux, caisse d'assurance maladie, caisse d'allocation familiale, caisse de retraite. Enfin, ils siègent dans différentes institutions, dont le Conseil économique et social, et présentent des candidats aux élections des prud'hommes. Mais revenons à l'entreprise d'aujourd'hui. Depuis les débuts du syndicalisme, les choses ont quelque peu évolué. L'emploi industriel a peu à peu laissé une place de plus en plus importante à l'emploi tertiaire. Les conflits d'intérêts dans l'entreprise, eux, n'ont pas beaucoup changé. Le patron, pressé par les actionnaires, le marché, un train de vie exigeant, veut sans cesse améliorer la productivité et la rentabilité de son entreprise. Les salariés, également soucieux de productivité, synonyme de pérennité de leurs emplois, souhaitent de meilleures conditions de travail, de meilleures perspectives de carrière ou du meilleur café à la cafette. Parfois, ces divergences peuvent aboutir à des conflits et même à la grève. Pour les salariés qui ont l'avantage du nombre, il est souvent difficile d'organiser leur action, ce qui peut parfois conduire à des dérapages. Heureusement, les salariés peuvent compter sur l'aide d'un collègue providentiel, le délégué syndical. En cas de conflit, le délégué syndical organise les revendications et les actions. Il est le garant de la légalité du mouvement en évitant les dérapages. C'est lui qui va négocier au nom des salariés les revendications avec le patron. Le délégué syndical est le seul représentant des salariés habilité à signer des accords avec la direction, que ce soit dans le cadre d'un conflit ou dans celui d'autres négociations comme les négociations annuelles obligatoires, salaire, durée du travail. Pour obtenir gain de cause, il met aussi tout le poids de son organisation dans la négociation.
s'il défend en premier lieu les intérêts des salariés, son action est finalement également indispensable au patron. Sans véritable interlocuteur, donc sans dialogue social, il serait très difficile à la direction de trouver des compromis pour sortir d'une crise. À l'issue de la négociation, le délégué syndical rend compte aux salariés du résultat. Parfois, ce résultat leur est favorable, parfois moins, même si le délégué y a dépensé autant d'énergie. Mais d'où sort donc ce délégué syndical? Pour être délégué, il faut tout d'abord être salarié de l'entreprise et être adhérent d'une organisation syndicale reconnue représentative au sein de cette entreprise. C'est le syndicat qui désigne son délégué pour l'entreprise. Le délégué bénéficie de droits spécifiques. Il peut consacrer un certain nombre d'heures de travail à accomplir sa mission. Il jouit d'une totale liberté de déplacement dans l'entreprise. Un local lui est attribué par la direction dans les grandes entreprises. Il bénéficie d'une protection particulière contre les licenciements. Au cas où le patron, agacé par l'action d'un délégué syndical, viendrait à oublier un peu le code du travail, un inspecteur du travail se ferait immédiatement un plaisir de le lui rappeler. Si le délégué syndical est considéré comme représentatif par le biais de son syndicat, c'est surtout sa motivation et sa compétence qui lui donnent sa légitimité. Il est formé par son organisation à la législation du travail, aux techniques de négociation, d'action. Au-delà de son entreprise, le délégué sera apte à participer à la négociation d'accords pour l'ensemble de sa profession. Un délégué syndical est toujours au service des salariés. En dehors de son action dans les conflits et les négociations avec la direction, il informe les salariés sur l'évolution de leur entreprise, de leur métier, de la législation du travail en général. Il fait également passer aux salariés des messages de son syndicat. De plus, il a un rôle de conseil auprès des salariés qui ont des problèmes individuels de relations de travail, de conditions de travail ou encore en cas de litiges individuels. Il arrive parfois que le délégué syndical ait d'autres responsabilités dans l'entreprise. Délégué du personnel, membre du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, membre du comité d'entreprise. Le cumul peut entretenir une certaine confusion entre ces fonctions, complémentaires mais pourtant très différentes. Vous voulez en savoir plus? Demandez donc à votre délégué syndical. Qu'il cumule ou non les mandats, la réalité de son travail n'est pas toujours reconnue. Certains s'imaginent qu'il profite de ses heures de délégation pour faire bien autre chose que de défendre les salariés. En fait, un délégué syndical travaille beaucoup. Il prépare et organise des réunions, rédige le compte-rendu des négociations, imprime des tracts, les distribue, affiche des infos, étudie le code du travail, écoute les salariés en difficulté. D'autres pensent que son action ne sert à rien. Ils ont probablement la mémoire un peu courte. D'autres encore ne veulent pas s'afficher avec un délégué, sous peine de se voir attribuer la même étiquette. Qu'ils se rassurent, l'engagement syndical n'est pas contagieux. La principale préoccupation du délégué syndical reste de défendre les salariés. Tous les salariés, chacun des salariés. Et très souvent, c'est toute l'entreprise qui en profite.